qu'on appelle le storyboard. C'est la phase d'élaboration et d'écriture de la bande dessinée, où on dessine et en même temps on place les textes. Et cette phase de storyboard, j'en fais au moins 4 ou 5 versions. Il y a une première version qui est très déceptive, mais qui doit exister parce qu'il faut que je m'appuie sur quelque chose. Donc c'est toujours assez pénible. Je sais que je vais faire un storyboard pourri, mais sur lequel je vais pouvoir revenir et retravailler de nombreuses fois, jusqu'à être sûr de questions de rythme et de questions de musicalité. Voilà. Remarquez, c'est un peu comme finalement vous écririez un roman. La littérature, c'est ça aussi. Oui, mais on se relie, on voit si la musicalité, s'il y a le rythme. Finalement. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est à la fois très très visuel et aussi très écrit. Enfin, on sent que vous travaillez beaucoup. Je trouve qu'il y a une écriture qui est très présente. J'espère. Non, il y a un contenu. Donc ça pourrait être. Vous voyez ce que je veux dire. Encore n'étant pas un spécialiste de la bande dessinée, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce rapport au texte-image. Est-ce que vous reprenez beaucoup? Comment est-ce que vous travaillez tout bêtement, je ne sais pas, crayon, de manière très très classique, ou est-ce que le numérique, l'aspect a beaucoup changé les choses? Est-ce que vous avez une période où vous étiez plus dans le numérique et moins maintenant, ou inversement, j'en sais rien. Alors quand j'ai terminé mes études, Photoshop est arrivé. Je ne sais pas si vous connaissez Photoshop, c'est un logiciel qui permet de faire notamment du dessin et de la mise en couleur numérique. Donc ça a été révolutionnaire, c'était absolument incroyable, tout le monde s'est mis dans les années 2000 à travailler sur Photoshop. Et il y a eu énormément de bandes dessinées qui ont été réalisées avec de la couleur numérique, tout le monde voulait s'emparer de cet outil-là. Et puis dans les années vers 2010, entre 2010 et 2015, les auteurs en ont eu marre, je crois, de ce rapport à un outil assez froid finalement. Qui peut être spectaculaire, qui a des rendus géniaux, mais qui a cette froideur-là. Et on a vu de nombreux auteurs revenir à des méthodes traditionnelles. Et j'ai l'impression que ça s'accentue. Oui, parce que en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, on travaille très souvent en réaction à quelque chose. Alors ça peut être un contexte politique, ça peut être une avancée technologique, ça peut être des avancées de la pensée. Il y a énormément de circonstances qui font qu'on va réagir à de la nouveauté ou un contexte. Et là arrivent les IA, dont vous avez sans doute entendu parler. L'intelligence artificielle, l'intelligence, c'est vite dit quand même, voilà. Et donc en réaction, il y a beaucoup d'auteurs qui s'emparent de techniques beaucoup plus incarnées, qui mettent les mains dans la boue en se disant sans doute que ça leur appartient encore et ça ne pourra pas leur être volé. Je ne sais pas s'ils ont raison ou tort. C'est un peu de temps. Ouais. Et donc j'ai eu besoin, après avoir travaillé sur mes premières bandes dessinées à faire de la couleur numérique. C'était le cas pour Borgnole, par exemple? Oui, c'est de la couleur numérique, ouais. Je suis passée à des techniques traditionnelles. Donc du crayon de papier. Ça c'est Borgnole, donc 2010, coécrit avec Bénédicte, votre sœur. Voilà, c'est plutôt... Oui. Et donc je suis revenue à l'aquarelle, à l'encre de Chine et à l'envie de me salir les mains. Et vous ne regrettez pas, vous avez de plus en plus envie de vous salir les mains. Ouais. Je me suis même mise à la peinture à l'huile. Ah ouais, pour vous dire si le désir de barbouiller était présent. Est-ce que vous avant de commencer, quand vous commencez comme ça à concevoir un album, à l'écrire, à le mettre en page, à le dessiner, est-ce que vous avez un peu une idée des couleurs qui vont être prédominantes, si je puis dire, ou les couleurs un peu premières, on va dire, qui vont être présentes? Là, par exemple, il y a du rose, du rouge. Alors pour Pucelle, j'ai vraiment restreint le champ des couleurs. Je voulais du noir, du blanc et toute une gamme de roses qui va du rose marron un peu qui ressemble à de la boue à un rose pétant. Ouais. Parce que j'allais parler de chair. Voilà. Donc je voulais quelque chose de très incarné et qui rappelle le sang, la chair, la vie, la souffrance. Et donc j'ai choisi cette gamme très très restreinte
que j'abandonne sur Jumelles, qui est beaucoup plus solaire, avec une gamme de couleurs beaucoup plus étendue. Sans doute aussi, donc une gamme plus complexe, sans doute aussi parce que l'histoire me paraissait plus complexe à raconter. Oui, un rapport avec votre sœur, ouais. La difficulté, à la fois donc le côté inséparable et ensuite après le moment où il faut quand même se séparer. Donc le deuxième tome, c'est dépareiller. Oui. Alors oui, c'est aussi pour revenir à Pucelle débutante, c'est aussi les rapports du couple, les rapports de vos parents qui sont abordés, très importants dans le livre. Ou votre mère quand même, là encore, si je vous ai bien lu, vous me direz, quand même c'est à chaque fois c'est le père qui a raison, c'est l'homme qui a raison, qui domine le truc, elle est très soumise, elle suit. En fait, c'est quand même ça, oui. Alors vous allez peut-être me dire c'était comme ça à l'époque, je ne sais pas, mais en tout cas c'est. Elle a changé depuis. Ah ben voilà. mais c'est vrai que j'ai eu le modèle de quelqu'un qui était très sans doute très amoureuse de papa, mais qui suivait des modèles, je ne vais pas dire 19e, mais presque. Et c'est vrai que, alors du coup, évidemment, dans ces 2 volumes sont abordées les questions de la sexualité, les premières règles et tout. Et c'est là qu'on touche, on voit que dans cette famille, alors catholique, pratiquante, c'est important, la religion au cœur de cette famille. On est en prise avec le non-dit, quoi. On a à l'époque un silence total sur la question de la conception, la fameuse petite graine. Bon, oui. Je me rappelle de ça aussi, moi j'ai connu ça. Oui. Voilà. Mais on est nombreux. Ça m'a parlé. Voilà. Donc il y a vraiment cette chape de plomb, ce silence. Les premières expériences, souvent, c'est quand un chien monte sur une chienne, ou alors dans le bétail, qui sont nés à la campagne. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté très, très silencieux. Oui. Et ce silence, alors en rencontrant des lecteurs et des lectrices, je me suis rendu compte que ce tabou autour de la sexualité, il n'était pas du tout cantonné aux familles religieuses. Il y avait des familles qui venaient absolument pas de ce milieu-là et qui étaient travaillées par des silences gigantesques, abyssaux. Et quand on est petit, quand on est enfant, même quand on n'est plus enfant, mais quand on est enfant en particulier, quand il y a un vide, on le remplit. C'est logique. Voilà, on fait tout le monde fait ça. Mais l'enfant a tendance à imaginer des catastrophes, ce qu'il y a de pire. Et donc cette petite fille, qui me représente, va imaginer sur cette question des tabous énormément de choses très inquiétantes, puisque on ne lui dit rien. Et elle va donc faire elle va donc déduire des conclusions inquiétantes autour de la sexualité. Merci beaucoup, Florence Duroy-Latour, d'être venue dans les Landes. Et puis, écoutez, bonne continuation de soirée. Merci. Très bien.